Ben, bonjour à tous, on continue notre série de vidéos sur des formes de TOC ou apparentées Apparenté. au TOC. Et là, on va parler, à ta demande, ça t'a paru important d'en parler, et donc on va le faire, de la thématique du perfectionnisme et de la procrastination. Alors, des premières questions, est-ce qu'on peut parler de TOC, de perfectionnisme ou de procrastination, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Alors non, ça rentre pas dans le cadre des TOC. Ça fait partie de toutes ces maladies associées, comme le tic, Gilles de la Tourette, trichotillomanie, dermatillomanie, qui ne sont pas des TOC, mais les patients ont souvent la comorbidité. Alors, est-ce que c'est pareil au niveau génétique? Enfin, c'est des maladies qui vont ensemble, donc ce serait dommage de ne pas en parler. Tout comme ce serait dommage d'exclure les vidéos sur le tic quand on a des TOC. Vidéo qu'on a faite d'ailleurs, Voilà. sur tout ce que tu as cité. Mais c'est trop souvent ensemble pour qu'on n'en parle pas. Le perfectionnisme, qui est le mot un peu qu'on utilise, que tout le monde utilise, s'appelle en fait le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, ou la personnalité anancastique dans la CIM-10, mais personne n'utilise la CIM-10. Le perfectionnisme est l'un des critères de ce trouble de la personnalité. Donc les gens sont rigides, austères, inquisiteurs, machin, et là il y a cette ligne perfectionnisme. Et moi, ce qui me dérange déjà dans ce trouble de la personnalité, c'est qu'on a deux profils de perfectionnistes. On a les perfectionnistes qui sont en recherche d'excellence, qui sont bouffés par la culpabilité, qui sont toujours dans la difficulté à s'affirmer, qui font des burn-out, qui sont ultra gentils, qui font tout pour exister. Et à côté, les inquisiteurs, rigides, chiants, difficiles à vivre. Leurs femmes n'en peuvent plus, les enfants n'en peuvent plus, ils sont toujours à pinailler, ils ont en plus des procès avec les gens. Et ce qui domine chez eux, c'est la rigidité, l'austérité. Ce sont des inquisiteurs. Et c'est dommage finalement que le premier profil ait été mis dans le deuxième, parce qu'on sous-entend qu'il n'y a que cela qui existe. Et il y a plein de thérapeutes qui militent, notamment Hollander, qui militent depuis très longtemps pour qu'on les sépare. Qu'est la personnalité obsessionnelle compulsive, rigide, stricte, moraliste, et à côté, le perfectionniste, qui est juste quelqu'un qui recherche l'excellence et qui s'auto-détruit en surmenage en cherchant l'excellence. Et ces gens-là n'ont pas de toc, ils n'ont pas d'obsession, ils n'ont pas de doute, ils n'ont pas d'anxiété, ils n'ont pas de rituel. Ils n'ont que cette idéologie, c'est une idéologie. Quand on fait un travail, on le fait correctement, sinon on ne le fait pas. Et alors, j'ai une question qui me vient. Donc, une personnalité obsessionnelle compulsive n'a pas forcément de TOC, mais est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que Ce quelqu'un sont qui a... des diagnostics différents. quelqu'un qui a un TOC n'a pas forcément... Très bien. On a une statistique qui montre que ça peut aller ensemble. C'est soit ça va plus ensemble que, je sais pas, je dis une bêtise, ça va plus ensemble que, j'allais dire boulimie, anorexie. Et encore, en fait, c'est pire parce que boulimie, anorexie, ça va beaucoup avec perfectionnisme. On a aussi ça beaucoup dans les addictions. Il y a plein de maladies qui sont reliées au perfectionnisme. C'est un genre de truc transversal qu'on retrouve dans une ribambelle de maladies. Et dès que tu as ça dedans, ça fout la merde, hein. Tout devient plus compliqué. Il y a un premier prérequis qui est un doute sur sa propre valeur. Alors je dis qu'il n'y avait pas de doute, il n'y a pas de doute au sens fermeture de porte, mais ce sont des personnes qui ont vraiment cette impression qu'ils ont peu de valeur, qui sont des arnaques ambulantes. Que si on grattait un peu, on verrait qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas fiables, qu'ils ne sont pas compétents. Ils sont en recherche d'excellence, donc il y a une impression d'illégitimité. Il y a des gens qui ont écrit la notion de syndrome de l'usurpateur. Moi, je trouve fondamentalement que c'est la même chose que le perfectionnisme. C'est les mêmes symptômes, ça se soigne de la même façon. Ces gens-là ont l'impression d'être des On parle des usurpateurs. deux formes là, de l'inquisiteur et de... L'inquisiteur, j'en parle pas du D'accord, tout. on parle pas, on n'est pas Parce sur que l'inquisiteur. l'inquisiteur ne consulte pas, l'inquisiteur estime qu'il a raison, l'inquisiteur ne fait pas de burn-out. On parle que du premier. Le perfectionniste qui en fait est en recherche d'excellence, il est toujours terrorisé à l'idée de rendre un devoir, une tâche qui ne serait pas bonne. On lui demande 10 pages, il en fait 40. On lui demande 5 diapos PowerPoint, il en fait 80. Et comme il est en recherche d'excellence, quand il est sous sa couette le matin, son cerveau lui dit, si on bosse bien. Et si tu le fais jusqu'au bout. Et ça déclenche tellement d'angoisse, parce que les standards sont très élevés, que le patient va très vite tomber dans la procrastination. Donc au début, quand il est jeune et qu'il a de l'énergie et que les tâches sont pas trop complexes, il arrive à faire. Donc souvent, ce sont des gens qui au collège et au lycée, ça fonctionne, et à la fac, ça commence à déconner. Ou jusqu'à la fac, ça va, les premières années du boulot, ça va, puis après, ça s'effondre. Après, ils procrastinent, ils sont sous leur couette en se disant « Waouh, mais c'est tellement énormissime que je me sens incapable de le faire. » Et ils ne sont pas en train de jouer à la console de jeu. Ils vont culpabiliser toute la journée, qu'ils sont nuls et qu'ils n'ont pas bossé. Le problème, c'est que tout ce qu'ils n'ont pas bossé le lundi, il va falloir le rajouter sur le mardi, en plus de ce qu'ils avaient prévu le mardi. Donc mardi, ils sont tellement angoissés par l'ampleur de la tâche, parce que tout ce qu'ils font, c'est encyclopédique. Ils font une encyclopédie où ils ne font rien. La synthèse, c'est décadent, c'est pas bien, c'est nul. Même s'ils savent qu'on a attendu une synthèse. Et ils vont attendre le dernier moment, le dimanche soir à 22 heures, où foutu pour foutu, soit ils ne rendent rien, soit ils sont malades,
soit ils démissionnent, soit ils vont pas à leur examen à la fac, ou alors ils essaient de sauver les meubles, et entre 22 h et 5 h du matin, ils se dépêchent de faire la fameuse synthèse qu'ils auraient donnée, qu'ils auraient dû faire dès le lundi, où le cerveau là va complètement tolérer subitement que tu fasses une synthèse. En 5 heures, pas en 40 heures. Synthèse qu'ils auraient pu faire le lundi. Là, le cerveau subitement devient pragmatique. Donc il y a une recherche d'excellence, il y a du tout ou rien. Soit c'est génial, soit c'est nul. Soit c'est exhaustif, soit c'est nul. Soit tu maîtrises le sujet, soit tu te tais. Fonctionnement en tout ou rien. Ce fonctionnement en tout ou rien, soit tu suis le tout, tu es en surmenage et tu provoques un burn-out, soit tu pars en procrastination. Parce qu'après tout, Face à l'ampleur. devant l'ampleur, à la fin, tu lâches l'affaire. Et donc, la procrastination, elle est inhérente aux perfectionnistes. Il y a des gens qui procrastinent parce qu'ils sont fainéants. Il y a des gens qui procrastinent parce qu'ils font de la dépression. Mais la majorité des procrastinateurs sont des perfectionnistes. Alors, quand ça arrive très tôt dans ta scolarité, collège-lycée, ça va devenir un quiproquo phénoménal avec des disputes familiales, parce que le gamin va se prendre des claques et compagnie, mais parce qu'il a cette notion d'exigence qu'il n'arrive pas à faire. Tu as beaucoup d'artistes comme ça, Maria Callas c'était une très grande perfectionniste, tu as beaucoup d'artistes qui ils ont fait un coup de maître, et devant l'ampleur de la tâche d'un deuxième CD, d'un deuxième roman et compagnie, ils sont tellement terrorisés par le fait que ça ne sera pas comme ils le veulent, qu'ils abandonnent. Ou alors des étudiants qui font une thèse, ils font des recherches bibliographiques énormissimes, ils en ont 10 fois trop, mais déjà ils s'épuisent rien qu'à lire, à mettre à stabiloter et compagnie, puis quand il faut passer à la rédaction, ils sont embêtés parce que le phénomène d'entonnoir, où il faut synthétiser, résumer, ils n'y arrivent pas, parce que toute information leur paraît capitale. Et quand tu dois rendre un mémoire de 100 pages, le prof te dit non monsieur, pas 5, ça se passe 500, pas 1000, 100, et il n'arrive plus à sélectionner l'information, tu vois. Donc ça génère de la procrastination. Tu vas sûrement me poser la question, alors du coup d'où ça vient? Est-ce que c'est comorbide? Vas-y, je te laisse poser la question. Alors Vincent, d'où ça vient? Est-ce que c'est comorbide d'autres choses? Alors c'est très comorbide de la dépression du coup. C'est trop comorbide de tous les troubles anxieux, c'est comorbide de plein de maladies, parce que c'est vraiment transversal, c'est un truc un peu à part. Et est-ce que c'est le perfectionnisme qui se complique en dépression, parce qu'au bout d'un moment, quand tu passes ta journée, ou est-ce que c'est la dépression qui gère ça? Pareil pour les troubles anxieux. Alors, tu as les deux. Tu as un perfectionniste va se foutre en burn-out, il va donc déclencher des dépressions. Quelqu'un qui en est à son 3e, 4e burn-out en 10 ou 15 ans, il faut vraiment qu'on aille investiguer. Soit il est bipolaire, voilà pourquoi il fait des dépressions, soit clairement ce sont systématiquement des surmenages. Le mec c'est le salarié parfait, et il se tue à la tâche, et puis il est le pigeon idéal dans une entreprise. Et à la fin tu fais des burn-out à répétition. Il faut aller investiguer le perfectionnisme. Donc le perfectionnisme conduit à la dépression, mais tu as des patients qui sont dépressifs et qui ont des éléments perfectionnistes à côté, où ils ne vont pas tolérer d'être dépressifs, c'est marche ou crève, tu ne prends pas d'arrêt maladie, tu continues, ils ne prennent pas soin d'eux, et ils vont aggraver leur dépression. Tu vois, si tant est qu'il n'y ait pas en plus de l'alcool par-dessus, des choses comme ça. L'origine du perfectionnisme, on revient fondamentalement à 2 idées. Petit 1, il y a une mauvaise méthodologie. Il y a des patients, quand tu les vois travailler, ils ne savent pas faire de brouillon, ils n'ont pas de prise de décision, il n'y a pas de table des matières, il n'y a pas un angle d'attaque, ils n'arrivent pas à fractionner. Et il y a quand même quasiment une dizaine de techniques purement comportementales. Si déjà ils mettaient ça en place, ils pourraient quand même bloquer le perfectionnisme. On a un certain pourcentage de patients, uniquement en faisant les techniques comportementales, ils arrivent à foutre en l'air tout leur perfectionnisme. Et on a un certain pourcentage de patients qui arrivent à bloquer le perfectionnisme. Ils évitent le perfectionnisme, ils évitent la procrastination, ils évitent le surmenage et la dépression. Par contre, ils sentent que c'est leur nature profonde. Ils sont toujours obligés de la tenir comme ça. Et là, tu vas plus sur les hypothèses d'éducation parentale, de trauma, d'attachement infantile, avec des parents rigides, ou alors avec quelqu'un dans la famille qui était tellement au firmament que l'enfant a ruminé qu'il ne deviendrait jamais l'égal de son père ou de sa mère. Donc entre les parents distants, trop axés scolarité, des parents froids, des parents trop dans la performance, tout ça c'est le terreau qui va faire que le gamin enregistre qu'il a finalement peu de valeur. Et que la seule façon de sauver sa valeur, d'exister, c'est d'être dans la performance. Ils sont tout le temps en entretien d'embauche, tout le temps, tout le temps. Et dès qu'ils ont fait une réussite, le cerveau banalise. Tu as eu ton permis de conduire? Tout le monde a un permis de conduire. Tu as fait un Master 2? Tout le monde a un M2. Tu es monté, tu es devenu avocat? Il y a plein d'avocats. Tout de suite. Et c'est toujours le challenge d'après qui pourra peut-être faire que un jour tu vas enfin arriver à t'aimer toi-même. Puis dès que tu as réussi à obtenir cette boum, ça s'effondre à nouveau. Donc là, on part plus sur des thérapies du type EMDR, thérapie des schémas, ou d'autres. Je sais qu'il y en a qui font de l'ICV, du rescripting, thérapie de la cohérence. Il y a plein de modèles comme ça de thérapie du trauma et des attachements qui fonctionnent très bien. On va essayer de retrouver les souvenirs d'enfance où il y a eu cette expérience de dévalorisation, de marche ou crève, et on refait du reparentage et tout.
pour que le cerveau aille mieux. Et normalement, après, le cerveau n'est plus du tout Et perfectionniste. donc tu ne fais Mais pas un c'est travail... difficile de savoir, Ouais, les deux... parce qu'il y a des patients qui ont guéri en ne faisant pas du tout ni EMDR, ni thérapie des schémas. Il y a des patients qui ont fondamentalement une mauvaise méthodologie. Il y a des patients qui ne sont pas affirmés. C'est en fait, c'est des patients qui ne savent pas dire non. Avec eux, tu travailles que l'affirmation de soi. Ils n'ont pas fondamentalement des mauvaises méthodes, ils n'ont pas forcément non plus des traumas ou des problèmes d'attachement. Donc c'est un peu typique de ces syndromes qui vont un peu partout. Il y a des problèmes de technique, il y a des problèmes d'affirmation de soi, il y a parfois de la dépression en plus, et il y a parfois en plus des problèmes d'attachement et de trauma. Maintenant, savoir à l'avance lequel est le bon, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien commencer par les techniques comportementales, juste pour qu'ils mettent 40 heures sur 40 heures, et pas 60 heures sur 40 heures. Qu'ils bossent 8 heures sur 8 et pas 15 sur 8. On serait plutôt dans l'approche de travailler sur les méthodes, Voilà. c'est ça, et ça On écrème, on travaille l'esprit de synthèse, on ne fait pas en fonction de la culpabilité, on s'affirme, on fractionne l'information, on fait un plan sur papier, on accepte de ne pas, en fait, que je joue mon piano une fois, si au bout d'une fois c'est pas parfait, j'abandonne. On ne peut pas jouer du piano une fois. Un morceau doit être répété des centaines de fois. Donc déjà, on fait juste la première mesure. Et la première mesure, tu vas la répéter un certain nombre de fois. Mais déchiffrer 4 pages comme ça et démultiplier les erreurs techniques, ça n'a aucun sens. Donc en fait, il y a un problème de pédagogie. Mais peut-être aussi parce qu'ils ont eu des parents qui n'ont pas été des bons pédagogues. C'est des parents qui n'ont pas expliqué. Des parents qui partent du principe que parce que eux, en tant qu'adultes, c'est une évidence, le gamin doit comprendre. Mais eux-mêmes, quand ils étaient enfants, on a dû leur expliquer. Donc on refait, on refait, on refait, on refait. Et tu as quand même plein de techniques comportementales. Donc écrémer le planning, réintégrer des loisirs, faire toujours attention au surmenage, apprendre à dire non, avoir une table des matières, un plan de base avec qu'est-ce que vous comptez dire, un respect scrupuleux que 10 diapos c'est pas 40, que 2 pages c'est pas 25. Si tu dois écrire 2 pages, tu ne lis pas 400 pages. Si tu écris 100 pages, tu peux aller faire 400 pages de lecture. Si tu dois rendre 2 pages, désolé, tu vas sur Wikipédia comme tout le monde. Oui, mais l'information peut être capitale. Mais quand même l'information serait capitale, elle ne rentrera pas dans les 2 pages. T'imagines le temps qu'il te faut pour lire 400 pages? Il faut quoi? Un mois pour lire 400 pages? Et autant après pour réfléchir à comment tu vas le résumer. C'est aucun intérêt pour écrire 2 pages. Donc on peut plus se permettre d'avoir ce truc exhaustif, encyclopédique, ça ne tient pas la route. Donc il y a beaucoup de choses aussi de comprendre que ce que nous vend le cerveau ne marche pas, créer le burn-out, fractionner, décaler, tout ça, tout ce qu'on a dit. Et enfin, décaler, non. Là, je suis en train de mélanger avec la vidéo d'avant, il n'y a pas de décalage. Fractionnement, être plus synthétique, et si le patient va mieux, très bien. Si le patient continue à sentir sa nature profonde qui s'active, thérapie des schémas ou MDR, on fait des miracles. C'est plutôt dans l'ordre. Tu as dit il y a plusieurs manières de prendre la chose. Il y a des techniques comportementales qu'on vient de dire. Ça permet déjà de désenfler. C'est que le patient, quand il vient chez toi, il va déjà créer son prochain burn-out, si tant est qu'il ne soit pas déjà dedans. Déjà, il faut calmer le planning. Donc déjà, ce sont des techniques comportementales. Qui marchent dans tous les cas, enfin qui vont dégonfler le truc. Voilà. Et si jamais il y a une résistance, là tu vas sur... Mais si tu travailles en EMDR ou thérapie des schémas, est-ce qu'il y a 3 souvenirs à traiter? Est-ce qu'il y en a 50? Tu vas faire une thérapie en deux séances, en 40 séances. Tu ne peux pas te permettre à côté que le patient continue à travailler 50 heures. Tu vois, il va être sur les rotules. Donc d'abord, on dégonfle le planning, on dégonfle la façon dont ils s'impliquent dans le travail. On leur dit faites gaffe, vous ne voulez pas d'être les meilleurs, soyez quelqu'un de moyen. Quand vous êtes moyen, c'est déjà vachement bien. Et à côté, on n'a que ça à faire de travailler en EMDR ou thérapie des schémas. Ah ouais, d'accord. Mais c'est toujours difficile de savoir à quel moment on va devoir faire ça. Moi, j'ai pas encore réussi à capter quels étaient les patients chez qui, sauf si le patient a toute la méthode. Il y a des patients qui ont clairement toute la méthodologie. Leur méthodologie est parfaite et pourtant ils font des burn-out. Donc là, tu vas directement sur ce travail en MDR, thérapie des schémas. Et après, tu as le troisième volet aussi d'affirmation de soi. Affirmation de soi qui est important. Ouais. Qui est important. Et qui consiste en quoi on fait des jeux de rôle où on leur apprend à dire non, on leur apprend à négocier, on leur apprend à quand quelqu'un dit oui, mais vous vous rendez compte, on essaie de les culpabiliser. Mais ce sont vraiment des jeux de rôle où on inverse les rôles. Et ça, par exemple, on va beaucoup le voir chez les boulimiques. Les boulimiques font souvent des crises parce qu'il y a eu un problème. C'est très dans l'interaction, c'est très relationnel souvent la boulimie. Alors il y a des boulimiques, c'est pas ça, hein. Mais il y a beaucoup de boulimiques, dès qu'elles se fritent avec quelqu'un, qu'elles n'ont pas pu dire ce qu'elles avaient sur le cœur, qu'il y a une colère qui ne sort pas, elles se calment avec la nourriture pour calmer la colère ou pour se punir. Et quand tu fais un peu d'affirmation de soi, souvent ces personnes boulimiques, mais aussi beaucoup de personnes qui s'automutilent, quand il y a plus d'affirmation de soi, leur territoire est plus clair, elles arrivent plus facilement à envoyer balader les gens, et donc après il n'y a pas de crise de boulimie ou il n'y a pas d'automutilation. Où il n'y a pas de crise de tricotylomanie et d'armatillomanie, tu vois. Et pour le perfectionnisme 4 maladies dans lesquelles il y a quand même du perfectionnisme aussi. Ouais, tout à fait. Oui, donc il y a des points communs au niveau de ces... Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur... c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Après, il faut se documenter pour regarder chaque technique les unes après les autres. Mais bon, pour moi, il faut vraiment dégonfler le planning. De toute façon, je parle du nez. Il faut dégonfler le planning. Vraiment arriver à travailler de manière synthétique avant de travailler, s'il y en a, les fonctionnements de l'enfance. Et c'est en ça que ça n'est pas un TOC, puisqu'il n'y a pas de trauma dans le TOC, mais fondamentalement un trouble de la personnalité. Ouais. C'est que dans le TOC, tu as cette notion que mes obsessions n'ont pas de sens. Les gens ne sont pas d'accord avec leurs symptômes dans le TOC. Le perfectionniste, il te dit que c'est une nature profonde. Il veut s'en débarrasser parce que ça le fout au burn-out, mais fondamentalement, il est d'accord avec son fonctionnement. Il estime que c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. La recherche d'excellence, ouais. Non, mais c'est après, voilà, là on s'est un peu éloigné du TOC, mais comme tu as dit au début, c'est trop proche du TOC pour qu'on n'en parle pas. Personnalité obsessionnelle compulsive, c'est sûr que ça porte un peu à confusion. Non, mais c'est pour ça qu'on a bien fait de faire la distinction. On l'avait fait d'ailleurs dans une autre vidéo avec Stéphane Raffard qui avait parlé de ça, et c'est vrai que ça peut interpeller. Et dire aussi sur ce sujet qu'il y a quand même des ressources qui existent, quelques bouquins notamment que tu as fait, et qu'on peut... Celui de Forget. Celui de Forget qui a quelques années maintenant, qui est super. Le mien qui est un peu plus récent, qui reprend pas mal d'éléments de Forget, mais qui rajoute aussi la partie thérapie des schémas. Il y a des bouquins américains qui sont bien faits aussi, mais parfois qui ont un peu tendance à être très cognitifs. Ouais. On essaye de démonter d'un point de vue intellectuel le truc, mais tu n'as pas de conseils comportementaux. L'autre point qui est très important sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de thérapeutes qui confondent déjà les TOC et l'éthique, mais qui confondent TOC et personnalité obsessionnelle compulsive, donc le POC. Et qui vont te dire, mais je comprends pas parce que moi j'arrive à soigner des TOC en EMDR. Et quand tu leur demandes d'expliquer un petit peu, c'est pas des TOC qui décrivent, c'est des POC. Ouais. Et qui disent, mais moi je comprends pas parce que les TOC, j'arrive pas, les POC, j'arrive pas à les soigner en TCC. Et ce qu'ils te décrivent, c'est du TOC. Donc en fait, il faut vachement se méfier. C'est pas parce que ça ressemble, TOC et POC, que c'est la même maladie. C'est radicalement différent. Mais peut-être qu'il faudrait pas que ça s'appelle personnalité obsessionnelle compulsive. Pour éviter compulsive. la confusion. Et alors, question sur le perfectionnisme, ça se traite, il faut voir quel type de psychologue ou psychiatre, et c'est de la TCC? Alors déjà, si tu es en plein burn-out, il faut clairement commencer à négocier un arrêt maladie et un traitement médicamenteux. Il faut bien voir si c'est pas un trouble bipolaire, parce que est-ce que c'est la dépression due au surmenage ou est-ce que c'est ton cerveau qui fait des phases d'excitation et de redescente et à ce moment-là, tes arrêts maladie, c'est du bipolaire. Il faut faire super attention, pour moi, toujours, investiguer le risque dépressif et suicidaire et derrière regarder comment on dégonfle le planning. D'accord. Et comme ce sont des patients qui se sentent extrêmement coupables d'oser se mettre en arrêt maladie, bah c'est sûr qu'ils vont un peu procrastiner à se mettre en arrêt maladie. Et l'arrêt maladie, c'est là où il est vicieux, c'est que pendant qu'ils sont en arrêt maladie, ils ne se reposent pas, ils ruminent tout ce qui va attendre sur leur bureau quand ils vont revenir. Et comme ils n'aiment pas rester trop longtemps en arrêt maladie parce qu'ils n'aiment pas être quelqu'un de pas bien, ils vont prendre un arrêt maladie trop court, genre une semaine ou deux. Quand tu es vraiment mal, une semaine ou deux, tu n'as pas le temps de te reposer. Tu prends une semaine. Toute la semaine, tu vas ruminer que tu vas bientôt reprendre le boulot. 2 semaines, tu es tranquille la première semaine. La deuxième semaine, tu rumines que tu vas bientôt reprendre le boulot. 1 mois, voire 2 mois. Tu as largement le temps de te reposer, de voir si l'antidépresseur fait effet. Mais il y a cette angoisse que ça va dégueuler sur le bureau quand ils vont rentrer. Et bien, il va falloir aussi qu'ils acceptent que, désolé, on ne fait pas tous les dossiers qui sont sur le bureau. On fait les dossiers qui rentrent dans le cadre de ton contrat de travail. À savoir que s'il y a des dossiers pour 15 heures et que tu es payé pour 8 heures, ben désolé, tu bosses 8 heures. C'est pas la bonne taille de dossier qui décide de ton planning. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça à corriger, avant tout en TCC. Très bien. Non, mais c'était important de le dire. Merci beaucoup d'avoir abordé ça. C'est pas fini. Je te garde encore, enfin plutôt plus exactement, je suis chez toi, mais on va continuer avec une vidéo importante et attendue. Merci Vincent.